On apprenait cette semaine dans la presse que selon l'Institut Vanier, qui citait Statistique Canada, 29 des jeunes de 20 à 34 ans qui sont en couple ne vivent pas ensemble. Donc, ils sont en couple, mais ils ne vivent pas ensemble. Antoine Malenfant, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle là, que cette indépendance des jeunes amoureux? Selon mon habitude, Simon, je ne répondrai pas par oui ou non à ta question. OK. Mais je pourrais faire un édito là, qui vante les mérites du bon vieux temps. Sûrement que ça te ferait plaisir. Tu sais, l'époque là, où le bonhomme rentrait du bureau, se mettait les pieds sous le pouf, en attendant que sa chérie lui apporte une petite frette pendant qu'il lit le journal du soir. Les années 50 dont rêve Louis-Joseph Gagnon. Cette époque serait-elle révolue, Simon, et personne ne me l'aurait dit? Toi, t'es pas au courant que c'est fini, cette époque-là? Les années 50, quoi. Alors, j'avais pas le goût aujourd'hui de faire mon vieux réactionnaire. J'ai donc décidé de voir le verre aux 2/3 plein. Hein? Parce que tu parlais de 29 des jeunes qui ne vivent pas ensemble, même quand ils sont en couple. Ça veut dire qu'il y a 71 des jeunes de 20 à 34 ans qui sont assez fous, assez illuminés et rêveurs pour habiter ensemble, Simon. Ou peut-être qu'ils sont juste trop pauvres pour se payer 2 adresses et 2 brosses à dents. Qui sait? Ou ils vivent encore chez leurs parents, les autres, le 30 je sais c'est pas. ça. Ces données-là mériteraient d'être mieux ventilées. Mais moi, je veux vraiment m'attarder aux gens qui font le saut, là, puis ils sont encore, pour l'instant, majoritaires. Alors, bon, peu importe, que ce soit par vertu ou par nécessité, ces gens méritent notre respect, ceux qui vivent ensemble. Hein, parce qu'ils savent qu'il existe aujourd'hui l'option d'avoir le beurre et l'argent du beurre en n'ayant que les beaux moments avec Vanessa et les beaux côtés de Steven. Et pourtant, ils choisissent de n'avoir que le beurre et courent même le risque d'avoir juste de la margarine. Alors, disons-le sans détour, Simon, je pense que ceux qui décident de vivre leur vie de couple sous un même toit sont une sorte de masochistes altruistes. Il me semble que ça donne pas le goût de vivre ensemble, Antoine. Ça dépend. Alors, en endurant la laine matinale de Jean-Pierre ou de Lucille, ils prennent sur eux le poids du monde et contribuent à atténuer la crise du logement. C'est pas des blagues, hein? Là, soyons clairs, là, tout de suite, je suis pas en train de juger ceux qui décident, c'est leur choix, là, ils ont le droit, d'avoir 2 maisons et un chalet pour vivre leur épanouissement personnel une semaine sur 2 sans avoir à jouer à la belle-mère ou au beau-père avec les enfants de la première union de leur chérie. Au fond, on les comprend. Hein? Brigitte, tu peux comprendre ça. Oui, hein? je peux comprendre ça. Bon, c'est le moment de la rupture dramatique dans mon édito. D'ailleurs, j'ai changé de page. Ce matin, Simon, je me suis réveillé avec un orgelet. Je sais même pas c'est quoi un orgelet. Alors, pour ceux qui nous écoutent seulement en audio là, ou à la radio, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube pour avoir tous les détails visuels de ma santé oculaire. J'ai une boursouflure dans l'œil droit. Hein. C'est douloureux, c'est pénible et c'est laid. Alors, le mot le dit, orgelet. Un orgelet, c'est laid. Mais ce qui est encore plus laid, Simon, c'est mon humeur un matin où je me lève avec un orgelet. Hein. Quand j'ai un orgelet, je deviens un ogre laid. Et j'allais même rajouter qu'il mange de l'orge avec du lait, mais ça aurait été un peu too much. Peu trop, C'est facile aussi. Oui, c'est ça, joke de père. C'est sûr que si j'avais une adresse à moi, un man cave là, dans le sous-sol chez mes parents, une garçonnière ou une mini-maison, mon épouse n'aurait pas à subir mes grognements de Shrek et ma face de Quasimodo. D'ailleurs, à ce sujet, la coach familiale et conférencière Nancy Doyon, qui est citée dans l'article dont tu parlais plus tôt, elle souligne que les couples qui font appart à part évitent tout plein de conflits, et je la cite, des conflits non nécessaires. Ce serait intéressant de savoir s'ils sont plus durables comme couple. Des conflits... C'est quoi des conflits non nécessaires? C'est quoi des conflits non nécessaires? Moi, j'ai buzzé un peu sur cette expression. Je buzz. Des conflits non nécessaires. C'est intéressant, ça, Simon. C'est quoi un conflit non nécessaire dans la vie? Peux-tu m'éclairer là-dessus? Peut-être que j'aurais besoin d'un coach familial pour m'expliquer la différence entre un conflit nécessaire et un conflit non nécessaire. Un engueulade sur changer le rouleau de papier toilette, j'imagine que c'est non nécessaire. Mais elle ne l'explique pas dans son article. Ben non. Ou peut-être qu'elle a expliqué, mais le journaliste a juste gardé le bout croustillant. Qui sait? Les couples qui ont le courage de partir en ménage, de fonder un foyer, sont peut-être fous et masochistes, mais je pense que, consciemment ou non, ils ont saisi qu'il n'y a pas tant de différence entre un conflit nécessaire et un conflit non nécessaire. Je m'explique. En 40 ans, explique Sophie Mathieu de l'Institut Vanier, hein, toujours dans l'article de la presse, le Québec est passé de la province canadienne la plus conservatrice à la plus progressiste en la matière là, de vie de couple. La garde partagée et l'union libre sont désormais la norme. Et pour comprendre ça, il faut considérer la montée de l'hédonisme, dit-elle, de l'individualisme, la notion d'épanouissement personnel aussi, qui n'était pas autant présente avant. Quelque chose a définitivement changé sur le plan collectif. Tu m'étonnes. Je ne sais pas si vous avez compris la même chose que moi, mais on dirait que les changements sociaux associent le progrès à l'hédonisme et à l'égocentrisme. Tiens, au contraire, je pense qu'on progresse vraiment comme personne et comme société,
je suis pour le progrès, là, hein, soyons clairs. Je pense qu'on progresse vraiment quand on est vraiment confronté à nos limites, aux limites de l'autre, quand on traverse toutes sortes de petits et de grands conflits pour le rouleau de papier de toilette ou pour l'éducation des enfants. Le gars qui baisse pas son bol de toilette. Par exemple, Ça ou la tombe. fille qui le remonte pas après que... OK, j'ai compris que beaucoup de chicanes de couple se passent aux toilettes. Dans la cuisine, quand l'autre, il ferme pas les portes d'armoire. Ah, c'est-tu Qui fatigant? laisse traîner ses tasses de café à moitié pleines. Tout ça, c'est des grands conflits, soulignons-le. Alors, je pense qu'on Mais c'est des occasions de croissance personnelle, au fond. Absolument. C'est là où je m'en vais. J'aurais une Excuse-moi, chronique à faire Antoine. là-dessus. Je pense qu'on progresse vraiment quand on est confronté à ces limites-là et on découvre ainsi qu'on n'est pas le centre du monde, qu'on se met à voir l'autre tel qu'il est, à l'accueillir dans toute sa vulnérabilité, à l'aimer vraiment comme il est, même quand il a un orgelet. Antoine Amen. Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Fait plaisir!